La lecture graphique est une compétence importante pour chaque trader. Mais au premier vue, le marché semble complexe, imprédictible. Et s'il était possible de transformer cette complexité de marché en une approche claire, simple et logique. Après avoir étudié plus de 8 techniques d'analyse différentes, j'ai simplifié la façon de lire un graphique de façon simple grâce à une dualité. La LS Market Theory repose sur ces principes simples. L'analyse technique peut être simplifiée en une dualité claire, simple et logique. La LS Market Theory ne sort pas du chapeau. C'est une philosophie de marché avec des concepts qui marchent et qui te permet d'analyser et de comprendre n'importe quel marché avec une logique simple, une dualité. Le principe derrière est très simple. Chaque concept est une dualité. Range, tendance haussière, tendance baissière, sommet et creux, impulsion, correction profonde, correction flat, impulsion en expansion, impulsion normale, retracement, expansion, support, résistance, cassure, réintégration, petite et grande structure. Cette technique d'analyse te permet d'étudier deux éléments importants. D'un côté, tu as ce qu'on appelle la structure des marchés et de l'autre, tu as le pot d'intérêt. Ces deux éléments te permettent de lire les contextes de marché, mais aussi de voir où se penche la balance. En étudiant ces différents concepts, tu vas donc regarder où se penche la balance. Est-ce que la balance se penche pour une hausse ou pour une baisse prochaine des cours? Maintenant, la première dualité de la LS Market Theory ou le premier concept de la LS Market Theory, c'est les sommets et les creux. Donc, savoir identifier un sommet et un creux, ça peut sembler facile, mais c'est la base même de l'analyse technique. Un sommet, c'est juste ce genre de figure. Un creux, c'est ce genre de figure. Donc, un sommet et un creux, c'est l'élément le plus élémentaire qu'on peut identifier sur le marché. Mais vous ne le savez pas encore, mais savoir identifier un sommet et un creux aussi facile que ça peut l'être, peut te permettre d'identifier, de trouver peut te permettre de lire beaucoup de choses sur les contextes du marché. Alors, on doit savoir que la lecture de ces sommets et ces creux, leur succession, peuvent nous donner beaucoup d'informations. Par exemple, pour identifier une tendance, lorsqu'on a des sommets de plus en plus hauts, on a une tendance haussière. Et lorsqu'on a des sommets et des creux de plus en plus bas, on a une tendance baissière. Mais aussi, lorsqu'on a des sommets et des creux qui sont au même niveau, on a ce qu'on appelle un range, un marché qui ne bouge pas, un marché qui fait du surplace. Voilà. Maintenant que vous avez compris les premiers concepts basiques et simples de la LS Market Theory, donc savoir identifier un sommet, un creux et savoir l'interpréter en le mettant dans un contexte, je vais maintenant te montrer le deuxième concept de la LS Market Theory qui est les tendances et les ranges. Donc si le marché n'est pas dans une tendance, elle est dans un range. Si le marché ne te forme pas un sommet, elle te forme un creux. Donc quand tu lis un graphique, quand tu es devant un graphique, tu vas voir ces différentes dualités. Alors là, une tendance, c'est ce genre de figure. On l'a vu, c'est lorsqu'on a des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts pour une tendance haussière, lorsqu'on a des creux de plus en plus bas pour une tendance baissière. Et un range, c'est l'inverse. Lorsqu'on a des sommets et des creux qui sont presque au même niveau, on a ce qu'on appelle un range, un marché qui fait du surplace. Alors, la plupart des personnes, dans le temps, il y a des dizaines d'années, ils ont étudié la tendance. Et celui qui l'a bien étudié, à mon sens, je pense, c'est Ralph Nelson Elliott. Il a donc identifié que lorsque le marché montait, lorsque le marché tendait, il montait en 5 vagues. Et lorsque le marché corrigeait, il corrigeait en 3 vagues. Il a donc identifié et isolé 5 vagues. Il a donc appelé plus tard les vagues d'Elliott. Il a créé donc un principe derrière qui dit que quand vous êtes dans une tendance haussière, il y a 5 mouvements à l'intérieur. Et qu'on peut même regarder grâce à un fractal. Donc on a ici par exemple 5 vagues. On a la vague in ici, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5. Et tout ça forme la grande vague in, vague 3. Et une fois qu'on atteint la vague 5, la tendance se renverse ou la tendance corrige fortement. Mais du coup, ce principe, elle est bien, mais elle n'est pas très complet. D'Elliott, d'évolution de marché en 5 vagues, de l'évolution d'une tendance en 5 vagues. On a donc la vague in, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5. Et dans la plupart des situations, on voit que la vague 3 est la vague la plus importante de toutes et que la vague 5, c'est la vague qui termine la tendance. Lorsque vous regardez une vague 5 s'est formée, la tendance est sur le point de s'arrêter. Donc ça, c'est une théorie de base de l'étude d'une tendance. C'est même identifié ici. Donc, Elliott même a identifié différentes fractales. Il a dit qu'il y a différentes tendances. Il y a ce qu'on appelle une tendance majeure, une tendance mineure et une tendance sous-mineure. Ici, par exemple, vous avez une tendance majeure en noir. On peut identifier les gros sommets et les gros creux. Par exemple, ici, on a la vague in ici, la vague D ici, la grosse vague 3 ici, la grosse vague 3 ici, la vague 4 ici et la vague 5 ici. Et une fois que les 5 vagues sont terminées, la tendance s'arrête, la tendance prend fin. Et du coup, on peut regarder que dans cette tendance 3, dans cette vague 3, qui est la vague la plus importante de cette vague 1, 2, 3, de ces vagues 1, 2, 3, 4, 5, on peut donc regarder qu'en vert, on a des sous-vagues, des sous-vagues qui vont composer cette tendance majeure. Donc, on appelle ça une tendance mineure. Donc, en vert, vous avez la vague in, la vague 2 ici, la vague 3 ici en vert, la vague 4 et enfin, on a la vague 5. On peut aussi regarder que dans la vague 5, il y a encore 5 vagues, la vague in, la vague 2,
la vague 3, la vague 3 ici, la vague 4 ici et la vague 5. On voit que cette logique des 5 vagues, elle est présente sur le marché et c'est une logique des marchés qui fonctionne. Maintenant, vous savez que quand le marché monte, quand on a une tendance haussière par exemple, une tendance haussière ne montera pas jusqu'au ciel et une tendance baissière ne va pas descendre jusqu'à l'enfer. À un certain moment, elle va s'arrêter. Et donc important, bien sûr, on dit toujours que la tendance est ton ami. Donc important de savoir quand est-ce qu'une tendance s'arrête afin d'arrêter de surfer cette tendance. Alors pour identifier la fin d'une tendance, il faut utiliser ce qu'on appelle un indicateur de momentum. Il y a plusieurs indicateurs de momentum, mais l'indicateur que je préfère et qui me permet d'identifier la fin d'une tendance, c'est le RSI. RSI pour Relative Strength Index. Le RSI va me permettre de lire le momentum. Et si le momentum commence à s'affaiblir, il y a donc potentiellement un retournement de tendance. On peut regarder donc ici, on avait la vague IN, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5. Entre les sommets de la vague 3 et les sommets de la vague 4, vous allez regarder une divergence sur le RSI. Donc le RSI, lui, ne va pas... Donc regardez, donc la vague 3, c'est un sommet qui est plus haut qui est la précédente, donc les sommets de la vague 3, alors que sur le RSI, on voit que la vague 5 n'est pas plus haut que les précédents, voire même elle est plus bas. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence. Et quand vous le voyez, c'est manifesté sur un graphique, ça ne sert plus à rien de surfer la tendance à la hausse, c'est plutôt commencer à étudier, à essayer d'anticiper un retournement de tendance. On peut le regarder maintenant ici sur un graphe, on a donc la vague IN ici, la vague 2 ici, la vague 3, une forte impulsion, la vague 4 ici, et on a la vague 5 ici. Et entre la vague 3 et la vague 5, on voit une divergence sur le RSI. Donc c'est comme ça qu'on identifie la fin d'une tendance. Alors j'ai pris un exemple à l'achat, mais je vais prendre aussi un exemple à la vente. Maintenant, vous devez savoir qu'une tendance, pour moi, elle a deux phases importantes, deux phases exploitables. Bien sûr, la plupart des personnes disent qu'il y a une tendance à 4 phases, mais moi, à mon sens, une tendance, elle a deux phases. Et la première phase, c'est celui-là. Donc je l'appelle phase 1, type 1. Donc il y a deux modèles dans la LS Market Theory. La première, c'est la phase 1, type 1, et la deuxième, c'est la phase 1, type 2. Donc vous allez avoir deux formes de configuration qui vont donc te permettre d'identifier les débuts d'une nouvelle tendance. Donc vous allez avoir deux patterns qui vont donc te permettre d'identifier les débuts d'une nouvelle tendance. Alors avec la phase IN type 1, donc la phase IN c'est elle qui va introduire une nouvelle tendance. Quand vous voyez cette phase IN se former, vous êtes sur le point de voir une nouvelle tendance qui va être enclenchée. Alors comment est-ce qu'elle se forme? Donc, vous avez donc un marché qui vous forme une impulsion et le marché commence à consolider. Mais au fur et à mesure que le marché, au fur et à mesure dans le temps, les prix vont se stabiliser. Ils vont donc se stabiliser, ils vont donc créer ce qu'on appelle une accumulation. Puis après, vous allez avoir un pivot. Ça, c'est un pivot. Donc les niveaux ici, c'est un pivot. Et puis à un certain moment, le marché va casser ce pivot. Une fois que le marché casse ce pivot, vous avez donc les débuts d'un gros mouvement, les débuts d'une nouvelle tendance. On peut donc voir ça, c'est un modèle à la vente. Donc en bearish modèle, un modèle vendeur. Et là, on a un modèle acheteur. On peut même les appeler des patterns si on veut. Donc on voit donc les marchés qui font une impulsion, les marchés qui stabilisent. Et on voit que de plus en plus, plus on avance dans le temps, plus on a la volatilité qui se comprime. Donc à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de volatilité. La volatilité est en train de se comprimer. Et une fois que les breakouts alliés, une fois que les marchés cassent le pivot, on a la nouvelle phase haussière qui s'enclenche. Donc on a la même chose ici. On a le pivot qui est ici. On a une impulsion. Puis au fur et à mesure du temps, le marché comprime. Et puis bam, on a le breakout et le marché peut littéralement exploser. Maintenant, la phase IN type 2, donc la phase IN, elle va précéder, elle va donc être une phase qui va donc introduire une nouvelle tendance. Voilà donc la phase IN type 2, c'est un peu l'inverse, mais la différence c'est que ici vous avez un fort mouvement, puis vous avez une forte correction. Au début, il y a de la volatilité, le marché bouge dans tous les sens, et puis au fur et à mesure du temps, la volatilité va se comprimer, mais à l'intérieur de ces mouvements. Regardez ici que là ça commence au début, les pivots, ça commence au début du mouvement, mais par contre ici, le pivot se forme à l'intérieur du mouvement. Ok, donc on a l'impulsion, la correction, puis les pivots se forment autour, à l'intérieur du niveau. Donc pour vous donner un exemple sur le graphique, ça ressemble à ça. Vous avez un fort mouvement, vous avez une compression, puis vous avez donc une correction, et puis la volatilité se comprime au fur et à mesure du temps, et puis à la fin, vous avez un breakout. Donc si vous n'avez pas une volatilité qui se comprime, vous n'avez pas un beau pattern. Même chose ici, on voit donc un fort poussé, on a donc une baisse, et puis on voit la volatilité qui se comprime dans le temps, et puis on a une sortie et une forte montée. Donc on a la même chose. Voilà, ça c'est un modèle vendeur et ça c'est un modèle acheteur. Donc identifier ces modèles sur le marché va te permettre donc d'identifier une nouvelle tendance, un nouveau mouvement fort sur le marché. Donc quand vous identifiez ce genre de patterns, vous devez donc savoir qu'il va y avoir un mouvement qui va être fort sur le marché. Maintenant que vous avez compris ce concept, maintenant la phase 2, ça va donc être une phase d'accélération. Après cette phase IN, vous allez avoir une phase d'accélération. Donc ça va donc ressembler à ça. Vous avez donc la phase IN, donc là on a la phase IN type 2, ok, on a une forte poussée, on a une correction et puis la volatilité qui se comprime et puis on a un breakout et on voit derrière une forte accélération de marché. Et quand on voit une forte accélération comme ça, les marchés corrigent après, puis remontent, etc. Donc la tendance est déjà enclenchée. Donc cette première phase introduit
une nouvelle tendance, introduit une nouvelle dynamique. Maintenant, je vais maintenant introduire des concepts clés. Donc, dans la phase 2, ou cette phase qui vient après cette phase in, elle peut on peut avoir deux configurations pour la phase 2. Premièrement, on a ce qu'on appelle une bulle. Une bulle, c'est une forte accélération des prix. Vous allez avoir donc les prix qui vont exploser énormément à la hausse. Et une deuxième configuration, ce qu'on va appeler un rouleau. Une bulle, c'est cette explosion où le marché va monter très vite, très haut, très fort. Il n'y a même pas de correction. Il n'y a pas de correction. Le marché monte presque en ligne droite. Alors, par contre, un rouleau, c'est un marché qui va monter en marche d'escalier. Vous allez avoir des impulsions, des petites corrections, des impulsions, corrections, impulsions, corrections. Ça va monter lentement. Et dans la plupart des situations, ces genres de courbes ici, ces genres d'envolées ici en termes de bulles, elles ne sont pas tenables. À un certain moment, le marché va se retourner violemment et va même corriger 50% du mouvement impulsif. Par contre, pour un rouleau, le marché va monter par piliers très lentement en prenant de nouveaux acheteurs et va monter beaucoup plus haut. Alors pour vous donner des exemples, l'exemple d'une bulle et l'exemple d'un rouleau, là c'est un exemple sur le marché. Là c'est l'or ici récemment, donc entre 2024 et 2025. On a donc vu une explosion massive de l'or. Donc là c'est un graphique hebdomadaire. Donc après cette première phase, on avait donc une impulsion, on avait donc une correction, et puis au fur et à mesure dans le temps, la volatilité s'est comprimée, et puis à la fin, quand la volatilité se comprime énormément, on a une espèce des tasses et anses. Le marché sort ici et on a une forte explosion qui se forme. Et on voit une bulle. Et quand on voit une bulle qui se forme comme ça, le marché explose très vite, très fort. Ces genres d'accélération de cours, ils ne sont pas tenables. À un certain moment, il y aura un gros retour des bâtons. Mais ce genre de mouvement, cette phase in qui crée après une forte compression, crée dans la plupart des situations, bien sûr c'est des probabilités, ce genre de mouvement. Deuxième exemple, on a un rouleau. Là c'est sur la S&P 500, juste après la crise Covid. On voit que le marché a commencé à monter, mais elle ne montait pas en termes de bulles, elle montait sous forme d'un rouleau. Donc on a cette espèce de rouleau compresseur ici. Donc on a une poussée, on a des petites marches d'escalier, et au fur et à mesure, le marché est en train de monter. Le marché prend plus de temps à se développer, mais il est tenable dans le temps, il est tenable à long terme. Mais par contre, ces mouvements ici, ils sont rapides dans le temps, mais ils ne sont pas tenables dans le temps. Donc c'est des éléments clés, ils sont très importants à comprendre. Parce que les tendances ou les mouvements, il se fera de cette façon-là. Soit ça monte comme une bulle, soit ça monte comme un rouleau. Quand vous avez un mouvement qui monte comme une bulle, il va donc scaler rapidement son stop loss. Par contre, quand vous avez un mouvement qui monte comme un rouleau, elle est tenable, vous devez peut-être scaler petit à petit au fur et à mesure que le marché vous forme des petits sommets et des petits creux. Maintenant, pour vous donner aussi un exemple, deux exemples d'ailleurs. Ici, ça c'est sur l'euro-dollar. On avait une break ici et on a vu un rouleau qui se forme. Pourquoi est-ce qu'il y a un rouleau? D'ailleurs, on peut même anticiper s'il va y avoir une bulle ou s'il va y avoir un rouleau. Regardez par exemple ici, on a donc le marché qui a formé un espèce de double top et puis a cassé les pivots. On avait en P1, une phase in de la tendance, le marché la break. Mais il n'y avait pas de compression ici, il n'y avait pas une forte forme de compression ici. Si le marché avait beaucoup comprimé ici, on avait beaucoup plus de chances d'avoir une bulle. Donc pour vous expliquer ça en termes d'exemple, ça y est ici, on a donc le marché qui a fait une impulsion, qui a fait une correction et on voit que ça comprime au fur et à mesure. Donc on a une compression et du coup là ce qui sort derrière c'est une forte bulle. Donc dans des situations où le marché donc le mouvement commence ici et il part comme ça et puis il fait le breakout sans vraiment accumuler derrière, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un rouleau. Par contre si le marché comprime avant de casser, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une bulle et un mouvement qui avance très rapidement, très fort. Et dans ce genre de mouvements ici, on a une forte expérience des gains. Donc si on arrive à anticiper ce genre de mouvements, donc là c'est un daily. Imaginez donc tous les trades qu'on peut prendre ici à M30 ou à M5 ou à M15 sont des forts mouvements où on peut potentiellement gagner 2-3 fois et le marché bouge dans cette direction-là. Donc ça augmente, maximise, je dirais, l'expérience des gains. Maintenant, on va parler des ranges. La plupart des personnes pensent qu'un range, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Quelque chose qui est étroit, où on a des sommets, des creux qui sont au même niveau. Non, un range, ça ressemble plutôt à ça. On a donc le marché qui va évoluer autour d'une valeur moyenne. Comme par exemple ici, on avait un range, on avait un sommet, on avait un creux en sommet, et ces sommets et ces creux n'étaient pas directionnels, n'avancent pas dans une direction. Ils n'étaient pas à la hausse ou ils n'étaient pas à la baisse. Donc on avait un petit range ici, puis les ranges s'étaient élargis. On a donc des sommets et des creux, et les ranges ont continué jusqu'ici. Donc les ranges, le marché oscille autour de cette valeur moyenne. Donc un range, ce n'est pas une situation où vous allez avoir des sommets et des creux qui sont au même niveau, mais c'est plutôt une situation où le marché va osciller autour d'une valeur moyenne. Pourquoi est-ce qu'un range se forme? Un range se forme sur le marché pour plusieurs raisons. Bien sûr, un range, c'est juste l'attente entre les acheteurs et les vendeurs. Lorsque les acheteurs et les vendeurs s'attendent pour un certain prix, le marché doit donc osciller entre ces prix.
Donc le marché va trouver ce qu'on appelle en juste valeur, une valeur moyenne. Il va osciller autour de cette valeur moyenne. Quand c'est haut, ça revient à la valeur moyenne. Quand c'est bas, ça remonte à la valeur moyenne. Maintenant, les ranges peuvent se former pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aura des ranges avant l'ouverture d'une bourse. Ça peut être donc la bourse de New York ou la bourse de Londres. Donc le premier exemple, c'est ici. On a donc un rang qui se forme ici. Donc on peut donc tracer, matérialiser une borne haute et une borne basse. Là, c'est un graphique court terme. On matérialise donc une borne haute et une borne basse. Donc, c'est un graphique intraday. On peut matérialiser donc ici une borne haute et une borne basse. On voit qu'il est pertinent que ces ranges se forment pour une raison évidente, encore ouverture de la. Et donc, qu'est-ce qui se passe après l'ouverture de la bourse de New York? Donc, on attendait l'ouverture de la bourse de New York. On a donc vu les marchés qui commencent à accélérer, le volume qui commence à partie de la formation, que le marché bougeait en fonction des volumes. Si les volumes sont injectés sur le marché, les marchés trouvent une direction. Et ces volumes, ils arrivent quand l'ouverture d'une bourse, quand l'ouverture d'une bourse est faite. Parfois, l'absence de ces volumes, même s'il y a de la liquidité sur le marché, les marchés peuvent faire du range, peuvent faire du surplace. Mais une fois que les volumes arrivent, le marché passe, les marchés bougent dans une certaine direction. Voilà, deuxième exemple, c'est un range qui se forme avant l'ouverture de la bourse de Londres. On voit ici qu'avant l'ouverture de la bourse de Londres, il y a un range qui se forme. On peut donc matérialiser ces ranges en traçant une borne haute et une borne basse. On voit que toutes les cassures qui se sont faites avant l'ouverture de la bourse de Londres, parce que c'est la raison évidente de la formation de ces ranges, c'était l'absence des volumes. Il n'y avait pas assez de volume pour bouger le marché. Et du coup, le marché fait du surplace. Et une fois que l'ouverture de la bourse de Londres arrive, on a donc assez de volumes qui sont injectés sur le marché. Et les marchés nous forment une direction. On va donc les marchés accélérer dans cette direction ici parce qu'il y a l'arrivée des volumes, l'arrivée d'activité. Donc ça, c'est la première raison évidente de la formation d'un range. Deuxièmement, un range peut se former dans l'attente d'une annonce économique importante. Quand on veut voir une annonce économique importante, la plupart des volumes vont être retirés. Personne ne va essayer de s'exposer sur le marché alors que la news n'est pas encore tombée, la data n'est pas encore tombée. Donc tout le monde attend cette data, il va donc rester cash à un certain moment pour attendre que la data soit publiée. Et une fois que la data est publiée, c'est là que le volume va commencer à arriver sur le marché. Donc le marché bouge en fonction des volumes. S'il y a assez de volume à l'achat, le marché va exploser. S'il y a assez de volume à la vente, les marchés vont baisser. Et à un certain moment, quand les volumes, quand on atteint quand on atteint une donnée importante, par exemple une annonce des politiques monétaires ou un chiffre important, les volumes vont se retirer. Quand le volume se retire, il va y avoir la formation de range sur le marché. Donc les petits volumes vont se battre entre eux. Et puis à la fin, lorsque la data va tomber, parce que personne ne veut prendre des risques quand une donnée importante est sur le point de tomber. Il y a des moments où la plupart des personnes retirent une partie de leur cash ou ne font rien. Et puis une fois que la data tombe, ils commencent à se positionner, en tout cas en essayant donc de se positionner avant tout le monde pour profiter de la prochaine hausse de l'actif. Maintenant, on peut voir un exemple ici qu'on avait la formation des ranges. On avait la formation des ranges ici avant la publication du CPI d'État. On avait donc les US CPI, donc les CPI d'État, donc les CPI US qui allaient tomber. Et on voit que après donc, toutes les cassures qui se sont faites avant la publication de cette CPI d'État, c'était des fausses cassures. On avait une fausse cassure ici parce que la raison évidente de la formation de ces ranges, c'était l'attente de ces données importantes qui allaient tomber. On a donc les CPI d'État qui sont tombés moins bons que prévu. Donc les analystes s'attendaient à une inflation à 2,5. On a donc une inflation qui est tombée à 2,4. Cela a donc fait baisser la valeur du dollar. Donc là, c'est la perte des devises euro-dollar. On voit donc que l'euro a pris de la valeur face au dollar américain. Donc le dollar américain a perdu de la valeur parce que la valeur, pas parce que la valeur était moins bonne que prévu, parce que dans la tête des investisseurs, ils essaient d'anticiper que, vu qu'on a une inflation qui baisse, derrière, la Fed va baisser ses taux d'intérêt. Et vu qu'il baisse ses taux d'intérêt, les dollars vont être inintéressants. Du coup, ce qui crée des ventes sur les dollars. Donc c'est évident. Alors, deuxième exemple, on voit donc un range qui se forme ici avant la FOMC, avant donc la réunion de la FOMC, avant la FOMC minute. Et on voit que, donc, avant les données de la FOMC, on voit donc ici que avant que cette publication, avant que l'annonce, avant que la FOMC n'arrive à 19h, on a donc il y a eu toutes les cassures qui se sont faites avant cette FOMC, c'était des fausses cassures. Et du coup, quand la FOMC est arrivée, on a une forte poussée à la baisse. Donc la raison évidente de la forte
formation de ces ranges, donc toutes ces cassures étaient des fausses cassures. La raison évidente de la formation de ces ranges, c'était l'attente de ces données importantes. Donc quand vous regardez le marché qui ne fait rien, qui fait des surplaces, demandez-vous, est-ce qu'il y a une donnée qui va tomber dans les heures ou dans les jours à venir? S'il y a une donnée qui va tomber dans les heures ou dans les jours à venir, n'entrez pas en position avant que cette donnée n'arrive. Et ça vous évitera plusieurs trades perdants. Mais non, le troisième réseau évident de la formation des ranges, un range peut se former après un gros mouvement. Donc on peut par exemple avoir un gros mouvement à l'achat, donc à la hausse, et puis derrière, on va avoir un range qui va se former. Donc toutes les personnes qui ont acheté ici, qui ont acheté ici, qui ont acheté là, à un certain moment, ils vont donc essayer de sortir de leur position. Certains acheteurs vont essayer d'arriver sur le marché, mais la plupart des acheteurs vont commencer à sortir. Maintenant, avec cette situation-là, on va donc avoir un juste prix. Une fois que il y a eu un déséquilibre à l'achat, le marché va former un range. Maintenant, pour essayer de regarder si les nouveaux acheteurs vont arriver et pousser encore le marché beaucoup plus haut, ou si on aura un retournement de tendance. On peut regarder ici que après ces forts mouvements à l'achat, on a eu un range qui s'est formé d'abord avant, puis on a eu un retournement de marché. On a donc eu les vendeurs qui ont donc repris la main. Même chose ici, on a une tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas. Après ce mouvement-là, après un fort mouvement, parce que quand les personnes entrent à la vente ici, à un certain moment, il faut qu'ils prennent leurs bénéfices. Quand ils vont commencer donc à prendre leurs bénéfices, donc à vendre leurs positions, et que derrière, il n'y a plus assez d'acheteurs pour pousser le marché à la baisse, le marché va commencer à ranger, donc il va y avoir une attaque, un combat féroce entre les acheteurs et les vendeurs, pour regarder si le marché va continuer, ou si il y aura de nouveaux vendeurs pour que le marché continue, ou si derrière, on va renverser la tendance, et les nouveaux acheteurs vont reprendre la main. Et c'est ce qu'on a vu ici. On a donc vu le marché qui a fortement baissé. Et puis après une phase des ranges, on a vu donc le marché qui a pris la tendance haussière. Donc c'est cette dualité-là, on a une tendance, puis après une certaine consolidation, un certain range, on a une tendance qui se forme. Maintenant que vous avez compris les concepts des sommets et creux, vous avez compris les concepts des tendances et ranges, il est donc temps d'introduire ce qu'on appelle l'impulsion et la correction. L'impulsion et la correction, c'est l'une des dualités de la LS Market Theory. Ils vont donc vous permettre aussi de comprendre les contextes du marché. Savoir identifier un range, une tendance, et savoir identifier un sommet, un creux, c'est la base, mais savoir identifier c'est quoi une impulsion, une correction, et les mettre dans un contexte. Dans une tendance, quand le marché est en tendance, il va y avoir deux mouvements. Il y a ce qu'on appelle une impulsion, donc c'est un mouvement agressif et dans l'essence de la tendance, un mouvement qui fait plus de pips en montant, et il y a ce qu'on appelle une correction, un mouvement qui va être contre la tendance et qui fait plus de pips, qui va faire moins de pips en plus de temps. Donc, ce sont des mouvements chevauchants qui, à l'occurrence, corrigent l'impulsion. Donc, pour moi, je vois toujours le marché comme une personne qui avance sur un vélo. Quand le marché est en tendance, donc il accélère, et puis à un certain moment, il fait une pause, et puis il réaccélère. Donc, les impulsions, c'est tous ces mouvements ici. Là, vous avez une impulsion, là, vous avez une impulsion, là, vous avez une impulsion. Donc, dépendamment de la personnalité de ces mouvements, on peut identifier facilement une impulsion. Donc, c'est un mouvement fort dans une direction, et qui fait plus des pips en moins de temps. Donc ça se matérialise par quoi? Donc ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, si on est à l'achat, il y a énormément de volumes qui entrent à l'achat, et puis il y a un certain volume qui vont se retirer, puis de nouveaux volumes vont réentrer à l'achat, donc créer de forts mouvements, de forts décalages des prix dans une direction. Donc par exemple ici, on peut regarder ici qu'il y avait énormément de vendeurs qui sont entrés ici. Ces vendeurs-là n'ont pas retiré tous leurs volumes qu'ils ont injectés. Et puis à un certain moment ici, on voit que les vendeurs réinjectent beaucoup de volume. On voit donc ici l'inverse. On voit donc les acheteurs qui réinjectent énormément de volume dans ce mouvement ici. Et puis là, encore une fois, certains acheteurs se retirent. Et puis les autres acheteurs réinjectent de nouveaux volumes. On voit ici qu'on a énormément de volume à la vente. On a donc une impulsion baissière. On a donc une correction ici. Et puis on a une autre impulsion baissière à ce niveau ici. Donc, savoir comprendre juste une impulsion, savoir l'identifier via sa personnalité, dans un mouvement qui est fort, hein, une poussée qui est forte, et savoir le mettre dans un contexte, ça change tout dans votre analyse du contexte. Parce que les marchés ont toujours cette dualité. Si vous ne voyez pas une impulsion, vous allez voir une correction. Si vous n'êtes pas en tendance, vous êtes en range. Si vous ne voyez pas un sommet, vous voyez un creux. Avec ces trois concepts clés, vous êtes capable de lire un graphique et de comprendre dans quel contexte. Maintenant, là, on a des corrections. Des corrections sur des mouvements chevauchants. Donc, regardez, donc là, c'est une correction. On voit donc des mouvements qui fait des surplaces. Et si on prend entre les sommets et les creux,
Donc entre les bas et les hauts, on voit donc les mouvements qui fait sur place, qui ne bougent pas. Donc c'est une correction, c'est une prise des bénéfices. Et puis on voit une forte amplitude ici par la suite. Et là c'est une correction. Donc là c'est une correction, on voit donc un mouvement qui fait sur place. Là c'est une correction, donc on voit donc les mouvements et les chevauchants, c'est sous forme de prise des bénéfices. Donc c'est un mouvement contre l'essence de la tendance. Donc là on a une impulsion, là on a une correction qui va suivre après. Et puis on a une autre impulsion ici. Et puis là on voit une impulsion baissière, là on voit une correction. Donc vous voyez, on peut le regarder via sa personnalité. Une correction, c'est un mouvement qui va être chevauchant et qui va faire donc moins de pips, qui va donc faire moins de pips à plus de temps. Donc il va prendre plus de temps à se développer, il va faire moins de pips. Donc si vous prenez la variation entre les plus hauts et les plus bas, ou les débuts et la fin de la correction, vous voyez que le marché a fait moins de pips, mais a pris plus de temps à se former. Voilà le concept d'impulsion et de correction de la LS Market Theory. Alors, vous devez savoir que dans une impulsion, ou bien quand vous êtes dans une tendance baissière par exemple, il va donc y avoir cette succession d'impulsion, de correction, puis next impulsion. Impulsion, correction, next impulsion, jusqu'à ce que la tendance se renverse. Donc, lorsque vous identifiez une impulsion sur le marché, et que derrière vous identifiez une correction, attendez-vous à voir une autre impulsion. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez une impulsion sur le marché, vous avez une correction, après ce que vous allez voir, c'est une autre impulsion. Maintenant, on a un concept clé dans la LS Market Theory qui nous permet donc d'identifier les débuts d'une nouvelle impulsion. On va donc tracer une ligne. Vous tracez donc une ligne sur le plus bas de la correction. Par exemple, ici, vous avez une impulsion, et puis là, vous allez tracer une ligne. Et une fois que cette ligne sera cassée, vous pouvez donc anticiper une prochaine impulsion. On peut regarder qu'ici, elle n'avait pas été cassée. On peut regarder qu'ici, elle n'avait pas été cassée. On peut regarder qu'ici, on a donc fini par faire un breakout en dessous. Et là, derrière, on a une forte impulsion. Donc, quand vous avez une impulsion et que vous avez une correction, attendez-vous à avoir une autre impulsion derrière. Et continuez ainsi à regarder impulsion, correction, impulsion, jusqu'à ce que la tendance s'arrête, jusqu'à ce que la tendance se retourne. Maintenant que vous avez compris les concepts d'impulsion et de correction, les concepts des tendances, des ranges et des tendances, les concepts de sommet et creux, maintenant on va donc étudier ce qu'on appelle les corrections profondes et les corrections plates. Oui, quand le marché fait une impulsion, derrière il doit corriger. La correction peut prendre plusieurs formes et donc on peut les lire, en les mettant dans le contexte, on peut les lire de différentes façons. Alors, quand on est dans une tendance baissière par exemple, on est dans une tendance baissière, des sommets et des creux de plus en plus bas, avant que cette tendance ne se renverse, avant donc qu'on change d'une tendance baissière à une tendance haussière, bien sûr, dans la plupart des situations, vous allez avoir des ranges, si le mouvement a été fort, où il y a des moments où la tendance va directement se renverser. Vous avez une tendance baissière, on passe d'une tendance baissière à directement une tendance haussière, ça passait par un range. Et dans ce genre de situation, vous allez donc avoir ça. La plupart des personnes vont penser que parce que dans une tendance baissière, la plupart des personnes vont vendre ici, elles vont vendre ici. Mais là, à ce niveau-là, quand on casse ici, par exemple, pour la première fois, la plupart des personnes pensent que la tendance baissière, elle va continuer. Et du coup, ils vont vendre ici. Ils vont vendre ici, il y aura des volumes qui vont être injectés et le marché va continuer de baisser. Vu que le marché va continuer de baisser, vous allez avoir donc une correction qui va être profonde, qui va donc corriger soit 68% de Fibonacci, voire même 78,6% de Fibonacci. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes pensent que le marché continue de baisser. Maintenant, après un certain moment, les acheteurs vont défendre un certain niveau, vont maintenant se mettre massivement à l'acheter. Donc, ils vont renverser la tendance. Ils savent que la tendance n'est plus d'actualité, la tendance, elle est fatiguée. Ils vont donc commencer à anticiper les différents mouvements. Et du coup, après une correction profonde, vous allez avoir donc un mouvement qui va être fort. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, la plupart des traders qui ont compris que la tendance est renversée, ils vont donc se positionner avant. Ils vont donc se positionner avant tout le monde. Ils ne pensent plus que la tendance baissière. Parce que la plupart des moutons qui entrent en retard dans une tendance, ils vont donc pousser ce mouvement ici avec des volumes à la baisse. Mais à un certain moment, les acheteurs vont défendre. Donc, le marché aura l'incapacité d'aller faire un nouveau creux. Okay? Donc, le marché aura l'incapacité d'aller faire un nouveau creux plus bas qui est la précédente dans une tendance baissière. Et du coup, les acheteurs vont reprendre la main. Et arriver à ce niveau ici, tout le monde va voir les mouvements. Quand les marchés cassent les derniers sommets, tout le monde voit le mouvement et tout le monde se jette dessus. C'est cette raison que vous allez voir un mouvement fort qui va se former. Et dans la plupart des situations, vous allez voir ce genre des choses. Et puis, quand ces mouvements vont se former, il va y avoir une correction qui va être faible parce que la plupart, les grosses volumes qui sont entrés à l'achat ici, toutes, elles ne sortent pas. C'est seulement les peureux qui vont sortir. Mais là, donc, le marché va corriger très peu. Parfait, il peut corriger entre 38 PD et 50% maximum. Et après cette correction, les mouvements continuent. Parce que
les acheteurs qui ont acheté ici, le mouvement va continuer. Et puis après ce mouvement ici, on n'a plus rien. Donc c'est ça la logique derrière une tendance. Après ce mouvement ici, on n'a maintenant plus rien. La plupart des professionnels, ils sortent de leur position à ce niveau ici. Donc ils entrent ici, dans une tendance, et puis ici, ils sortent de leur position. Et c'est là que la plupart des moutons, la plupart des personnes qui n'ont pas beaucoup de volume, ils vont donc pousser ces mouvements. Mais là, il n'y a plus rien dans la tendance. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on va donc commencer à regarder une divergence sur les indicateurs de momentum comme les RSI. Donc la tendance n'est plus surfable, la tendance n'est plus d'actualité. Maintenant, une correction, elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple, la hauteur de la correction dans le temps, donc la longueur de la correction dans le temps, combien de temps elle dure, ça a un impact énorme sur la prochaine impulsion. Parce que je vous ai dit que quand vous voyez une impulsion sur le marché, vous voyez une correction, derrière attendez-vous à une next impulsion. Mais si la correction elle est profonde par exemple et qu'elle ne dure pas longtemps dans le temps, la prochaine impulsion ne va pas être très grande. On peut le regarder ici que on avait donc une impulsion, une correction, mais qui n'a pas trop duré dans le temps. On n'a pas une compression de volume. Quand le marché se décharge, il ne va pas très loin. Mais par contre, quand vous avez une autre situation où vous avez une impulsion, vous avez donc une correction qui est donc longue dans le temps, ok, il dure longtemps dans le temps, vous allez avoir derrière une impulsion qui va être très forte. Je vais vous montrer un exemple. Voici ici. Donc vous avez une correction qui est flat, une correction qui dure dans le temps. Regardez, donc elle dure longtemps dans le temps. Il y a donc une grande volatilité ici. Donc là, vous n'entrez pas peut-être. Là, vous attendez une compression des volumes. Les volumes se compriment. Et puis à un certain moment, quand la correction s'arrête, vous avez une forte impulsion. Bien sûr, là, celui-ci, il est petite. Mais dans la plupart des situations, vous avez une forte impulsion qui va se former derrière. Donc la taille... la hauteur de la correction, si la correction est longue dans le temps, si elle dure trop longtemps dans le temps, vous pouvez avoir beaucoup plus de probabilités d'avoir une impulsion qui va être forte. Par contre, quand vous avez une correction qui est courte dans le temps, vous avez plus de probabilités d'avoir une impulsion qui va être faible. Maintenant, pour vous donner aussi un exemple simple, dépendamment de Maintenant, l'autre chose, c'est la profondeur de la correction. Donc, si le marché corrige profondément, derrière, le mouvement sera fort. Si le marché corrige légèrement, derrière le mouvement sera moins forte et puissante. On voit ici que le marché a corrigé 78,6. Dans la plupart des situations où vous avez une tendance baissière par exemple, que vous regardez qu'il y a une correction qui est forte, 60,8% ou 78,8%, derrière, essayez d'anticiper une impulsion qui va être forte. Par contre, quand vous avez une tendance qui est déjà enclenchée, que vous regardez une correction qui est profonde, bien sûr, il peut y avoir un fort mouvement, c'est des probabilités encore une fois. Mais non, si vous voyez une tendance qui est déjà enclenchée, on voit ici qu'on a des sommets et des creux qui deviennent de plus en plus hauts. On a donc une correction qui est légère, okay, parce que si on prend d'ici vers là et qu'on retrace son Fibonacci, on a donc une correction qui est légère. Et derrière, regardez l'ampleur du mouvement. Le mouvement, elle monte bien sûr, mais elle ne va pas très loin. Elle n'est pas très agressive comme l'impulsion qu'on avait ici après une correction qui était profonde. Voilà, donc le concept des corrections profondes et de corrections plates et comment étudier le contexte, comment mettre une correction dans le contexte, comment étudier une correction dans le contexte. Maintenant, on va voir les impulsions. Il y a aussi une dualité sur les impulsions dans la LS Market Theory. On appelle ça donc les impulsions normales et les impulsions en expansion. Maintenant que vous avez compris c'est quoi un sommet, un creux et comment l'identifier sur un marché, on a étudié ensemble les impulsions et les corrections, comment étudier une impulsion et une correction dans un contexte, comment étudier une tendance haussière et une tendance baissière, étudier les différentes corrections, la longueur et la profondeur. On va donc étudier les impulsions normales et les impulsions en extension. Il y aura donc deux types d'impulsions. Il va y avoir donc des impulsions qui vont donc être en expansion, qui vont donc avancer très rapidement. Et là, dans les genres de situations, vous allez peut-être avoir une bulle qui va se former. Il y en a des impulsions normales, sous forme des rouleaux, qui vont aussi se former. Maintenant, comment est-ce qu'on les lit dans un contexte, dans un contexte dans la LS Market Theory? Alors, vous devez savoir que lorsque vous avez une correction profonde, derrière, vous allez avoir une impulsion normale. Une impulsion normale dans la LS Market Theory, c'est une impulsion qui ne dépasse pas les 200%. Quand vous avez une impulsion qui ne dépasse pas les 200% de Fibonacci, vous avez une impulsion normale. Par contre, quand vous avez une impulsion qui dépasse les 200% de Fibonacci, vous avez une impulsion en extension. Maintenant, comment est-ce qu'on va placer nos outils d'expansion Fibonacci? Ce n'est pas l'outil expansion Fibonacci qu'on va utiliser, mais on va utiliser l'outil retracement de Fibonacci, mais on va utiliser les valeurs en expansion. Donc, vous allez donc placer votre niveau de 100% Fibonacci ici et votre niveau de 0% Fibonacci ici. Et les valeurs au-dessus, c'est ce qu'on va appeler les niveaux d'expansion.
Donc il y a donc les niveaux des 138.2, il y a les niveaux des 61.8 et les niveaux des D100. Donc chaque correction qui est en dessous des D100, voire même au niveau de D100, est une correction est une impulsion normale. Par contre, quand vous avez une impulsion qui dépasse les D100, vous avez donc une impulsion une impulsion en extension. On peut regarder donc l'exemple ici. On avait une impulsion ici. On avait donc une impulsion ici. On avait une correction. On a donc pris l'outil. On a mis 0% Fibonacci ici en dessous. Et on a mis 100% ici au-dessus. Maintenant, ce qu'on avait, c'est qu'on a eu des niveaux d'extension. On a donc l'extension des D100% Fibonacci qui était ici. Puis après, on a eu une impulsion ici. On a eu une correction. On a donc cette fois eu une correction qui était longue dans le temps. On a donc eu ici 100% Fibonacci et 0% de Fibonacci, on les a mis ici à la fin, donc les débits et la fin de la correction. Donc on met au début de la correction 100% et à la fin de la correction les 0%. Et on regarde les extensions, on voit que l'extension des D100% et l'extension des D100%, ils étaient au même niveau. Bien sûr, on en parlera dans les autres concepts. Alors, donc les marchés s'étaient arrêtés ici au niveau des D100%. Donc ça, c'était une impulsion qui était normale. Donc ici, on savait donc que l'impulsion qui va se former, les besoins qui va se former, si elle dépasse les D100%, ça sera une impulsion en extension. Mais par contre, si elle ne dépasse pas les D100%, c'est une impulsion normale. Maintenant, je vais encore faire un petit rappel sur les rouleaux et les bulles et les rouleaux. Donc, quand vous avez un marché qui marche, donc qui explose comme une bulle, donc vous avez une forte accélération des prix, dans la plupart des situations, vous allez avoir une impulsion en extension. Par contre, quand vous avez un rouleau qui se forme, attendez-vous à une impulsion normale. Attendez-vous à une impulsion normale parce que les genres de mouvements qui explosent en termes de bulles, ils explosent très vite, très haut, très fort. Ils vont donc dépasser même les 200% de l'impulsion. Dans certaines situations, bien sûr, c'est des probabilités. Chaque fois, ça ne va pas être comme ça parce que ces observations ne sont pas des règles. Le marché fait sa vie, mais nous, on observe. Si on comprend une situation, on rentre dans le marché. Si on ne comprend pas une situation, on reste à côté. Donc, on ne peut pas contrôler le marché et ça reste une théorie. Ce ne sont pas les lois du marché, c'est juste des observations. Maintenant que vous avez compris la plupart des concepts de la LS Market Theory, donc les sommets et les creux, les impulsions et les corrections, les tendances et les ranges, les corrections profondes et les corrections plates, les impulsions normales, les expulsions en expansion, on va donc parler d'un point important qu'on appelle les niveaux de support et résistance. Les niveaux de support et résistance est mal compris par la plupart des personnes. Un niveau de support ou un niveau de résistance, c'est pas un niveau qui ne cassera jamais. C'est un niveau qui existe une fois que le marché l'a atteint. Ça change des probabilités. Par exemple, si on était si on était à l'achat ici, parce que ça c'est un graphique long terme, si on était à l'achat ici à court terme, et que le marché approche ces niveaux ici de résistance, ça change des probabilités. Donc il y a certaines probabilités que les marchés corrigent, ça fait un pullback sur ce niveau, ou des probabilités que les marchés cassent ces niveaux-là. Donc c'est pas un niveau magique où chaque fois que le marché arrive dessus, il faut vendre, ou quand le marché arrive dessus, il faut acheter. C'est juste l'interprétation et l'analyse dans le contexte. Je n'utilise jamais les supports résistance pour trader, j'utilise les supports résistance pour analyser le contexte du marché et trouver les différents points d'intérêt. Trouver des points où les marchés, les acheteurs ou les vendeurs peuvent réagir. Maintenant, pour vous donner un exemple simple réel sur le marché, on va donc prendre les gold en weekly. On avait les niveaux des D100 et les niveaux des D137$ sur les gold. C'est un niveau qui a fait, je sais pas, peut-être 3 ou 4 ans sans jamais être dépassé. Alors donc, il y a le marché qui a monté fortement et une fois qu'elle a atteint le niveau ici et le niveau là, il a donc replongé à la baisse. Et on voit ici que ici, le marché a tenté de traverser les niveaux des D100 et les niveaux des D1000 et les niveaux de 2037. Il a encore replongé à la baisse. Même chose ici, le marché voulait monter. Et une fois qu'il a atteint le niveau des 2000 et le niveau de 2037, il a encore replongé à la baisse. Et une fois que le marché a cassé ces niveaux de 2037, on a eu une forte impulsion haussière. Un niveau de support et un niveau de résistance, c'est juste un niveau de repère qui va donc te permettre de regarder les probabilités. Si le marché atteint un niveau, il y a beaucoup plus de chances soit d'avoir un rebond, soit d'avoir une cassure. Mais par contre, quand vous êtes à l'achat par exemple et qu'il n'y a aucun niveau de support, aucun niveau de résistance, ça ne sert à rien de sortir parce que là, vous gardez votre biais, vous gardez votre poussée. Voilà, vous gardez dans l'essence, vous gardez les traits dans l'essence dans lesquels vous êtes. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Si on a par exemple les niveaux des D1000 comme niveau des résistances, voilà, c'est un niveau psychologique, et qu'on a par exemple acheté ici,
Une fois que le marché commence à monter et elle atteint ces niveaux des D1000. À atteignant ces niveaux des D1000, des choses peuvent se passer. Soit on peut avoir un rebond et le marché corrige fortement, soit on peut casser ces niveaux des D1000 et le marché explose. Parce qu'un niveau des supports, un niveau des résistances, c'est pas un niveau qui ne sera jamais cassé. C'est un niveau qui juste change des probabilités. Mais alors si vous êtes à l'achat, par exemple, vous avez acheté ici, quand le marché atteint ces niveaux des résistances, vu que vous, par exemple, vous pouvez regarder et étudier les autres concepts de la LS Market Theory et se dire, tiens, il y a beaucoup plus de probabilités que le marché casse ces niveaux de résistance, ou en étudiant peut-être le contexte global, vous allez vous dire, tiens, il y a une bonne probabilité que le marché casse ces niveaux de résistance. Du coup, ce que je vais faire, je vais par exemple sortir mes profits. Je vais prendre mes bénéfices. Maintenant, on peut regarder ici qu'on avait un niveau de résistance. Ok, donc les premières formes de support résistance, ce sont les niveaux d'anciens, sur les anciens sommets et creux. Mais attention, ne laissez pas dessiner les anciens sommets et creux sur des graphiques M15 ou H1, ça n'a aucune pertinence. Donc, il faut donc faire la priorité au par un. Donc, un sommet et une résistance. Voilà, un sommet peut être un niveau de résistance. Donc, voilà, un sommet sur un niveau de résistance sur des unités de temps supérieures. Elle est plus pertinente qu'un sommet, voilà, une résistance en termes de sommet sur des unités de temps comme le M15 ou le M5. Je n'utilise jamais les hyper-résistances en prenant les sommets, les anciens creux, c'est des unités de temps comme le M15 ou le M5. J'utilise le maximum que j'utilise, c'est les H1. Donc, le maximum que j'utilise, c'est les H4. Donc, je peux identifier un sommet, un creux, comme support ou comme résistance, au minimum, sur les H4. En dessous, je ne les fais pas. Donc, au-dessus, les H1, les H4, donc les H4, les daily ou les weekly, les niveaux de support résistance d'anciens sommets et creux, ils sont pertinentes. On peut regarder donc ici, là c'est un daily. On avait un sommet ici et en traçant une ligne sur ce sommet, le marché a bien réagi dessus. Donc le marché a trouvé des vendeurs sur ce niveau ici. Donc lorsque le marché est monté, elle a donc une incapacité à faire un plus haut qui va donc être plus haut que la précédente. Du coup, donc, on avait donc les vendeurs qui se sont manifestés et le marché a plongé. Maintenant, deuxième exemple, c'est les creux. On prend toujours les creux des l'unité de temps D1, pardon. Donc, ici, on a donc les creux des l'unité de temps H1 et on voit que le marché a cassé ce niveau ici. Là, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un niveau de support, un niveau de résistance. C'est pas un niveau où le marché va rebondir dessus. C'est juste un niveau qui va donc séparer les probabilités. Si le marché est en train de baisser, il atteint un niveau de support ou un niveau de résistance, les probabilités que les mouvements continuent dans sa direction et vont changer. Si vous avez par exemple 30% de probabilité que le marché continue par à la hausse, quand elle arrive sur un niveau de résistance, ces probabilités-là que vous avez, elles vont baisser. Donc il faut par exemple essayer d'étudier, essayer de comprendre si le marché, bon, parce que là, le marché peut soit rebondir, soit casser. On voit donc l'exemple ici qui est, au lieu de rebondir, au lieu de faire un rebond ici, ces supports ici, au lieu que le marché soit supporté par ce niveau ici, le marché a plutôt cassé et là donc continué dans la partie inférieure du graphique. Maintenant, le marché a une mémoire. Quand on lit un niveau de support, un niveau de résistance en plus haut ou en plus bas, en sommet ou en creux, si le marché est cassé, le marché revient à la tester. C'est ce qu'on appelle les concepts des pullbacks. Donc, quand vous regardez ici, on avait donc ces niveaux de résistance. On avait cette résistance ici en plus haut de marché qui a donc été cassée ici. Et un rebond issu de monter. Donc, on voit le marché qui a fait un rebond. On voit donc le marché qui a rebondi dessus et a continué de monter. On voit même plus tard, on voit même qu'après une forte accélération, le marché s'est rappelé de ces niveaux et est revenu retester dessus avant de faire une nouvelle impulsion. Donc le marché a une mémoire. Quand vous avez un niveau de support résistance et que le marché l'a travaillé dans le passé, dans les futurs, il peut la retravailler. Maintenant, l'autre forme de support résistance, c'est-à-dire qu'on utilise très souvent dans la LS Market Theory, c'est les niveaux de support et résistance temporaires. L'autre forme de support et résistance qu'on utilise très souvent dans la LS Market Theory, c'est les niveaux de support et résistance temporaire. Donc, dans le temps, donc, les temps peuvent nous permettre d'identifier des niveaux de support et des résistances. On les appelle donc des niveaux de support et résistance temporaires, comme par exemple les plus hauts du mois précédent, les plus hauts de l'année précédente, les plus bas à l'ouverture du mois précédent, l'ouverture du trimestre précédent, le plus haut du trimestre précédent, etc., etc. Donc, ces niveaux historiques qui vont donc être des niveaux temporaires, donc des niveaux dans le temps, ils vont donc être des niveaux de support et des résistances. Comme par exemple ici, on avait donc les plus hauts du mois précédent qui a donc joué un rôle de résistance ici. Donc le marché est en train de monter, le marché s'est arrêté pile poil au niveau du plus haut du mois précédent. Ici aussi, on avait donc l'ouverture, du trimestre de Q4 2025
Voilà donc le marché qui a réagi sur ce niveau ici. De savoir que c'est le marché, il y a plusieurs intervenants. Et parmi eux, il y a les intervenants qui couvrent leur position. Ils vont donc acheter par exemple 50% de leur trésorerie en euros et 50% de leur trésorerie en dollars. Et ils ne sont pas là pour spéculer, ils se couvrent juste. Et à un certain moment, l'euro va prendre de la valeur. Par exemple, si l'euro perd 15%, et si l'euro prend 15% par exemple, et qu'ils ont 50% de leur portefeuille en euros, ils vont donc gagner 50%. Donc, ils vont donc gagner 15%. Par contre, vu qu'ils ont 50% de leur portefeuille en dollars aussi, ils vont perdre 15%. Et puis quand il faut la somme entre 15%, plus 15%, moins 15%, ils sont à zéro, ils se sont bien couverts. Et du coup, à un certain moment, la plupart d'entre eux, ce sont des multinationales, ils vont clôturer leur position. Chaque trimestre ou chaque semestre ou chaque mois, ils vont clôturer leur position. C'est cette raison que la plupart des fois, on va donc avoir le marché qui va donc réagir sur ses plus hauts et ses plus bas ou des open dans le trimestre, voilà, des open des trimestres ou des mois. Donc ça explique un peu la pertinence de ces niveaux de support et résistance temporaire. Mais si vous, donc pour les tracer, moi j'utilise donc l'outil Trendline, donc c'est MetaTrader 5, j'utilise l'outil Trendline, mais j'utilise de cette façon. Je vais donc tracer ma ligne et je vais donc prendre la valeur ici et je vais donc la copier-coller ici. Comme ça j'aurai une ligne qui va être comme ça, comme un rayon. Ça va donc me permettre de créer quelque chose qui est beaucoup plus ergonomique. Donc pour les unités de temps comme les H4, je vais donc tracer mes plus hauts, je vais donc les mettre en noir. Et pour les unités de temps supérieures comme les D1 ou les W1, je vais donc mettre mes niveaux en vert. Ça va donc me permettre d'avoir des repères et de ne pas me perdre à chaque fois. Maintenant, pour vous donner un exemple, ou comment est-ce qu'on utilise ce genre de niveaux, je vous ai trouvé un exemple simple. On avait donc ici en plus haut du mois précédent. Ok, on était ici et on avait en plus haut du mois précédent. Donc on avait en plus haut du mois, donc les mois qui se formaient ici, donc là c'est un H4, les mois qui se formaient, son plus haut était ici. On a donc tracé une ligne, un trendline qu'on a donc mis les mêmes valeurs. Ok, les valeurs d'ici je les ai mis là, comme ça j'ai entré et puis je coche les rayons droits. Une fois que je coche les rayons droits, j'ai ce genre de lignes. Maintenant, dans le futur, ok, là c'est un M5. Donc là, c'est l'analyse, hein. Le H4, c'est l'analyse. Là, c'est le M15 pour la prise des positions. J'ai un setup. Là, on a un Kumo pullback. Et on a eu donc la cassure de ce Kumo pullback ici. Puis, on a eu donc le marché qui a corrigé et allé s'arrêter pile poil à ces niveaux ici. Donc, le marché est arrêté ici. Donc, on avait donc le marché qui a fortement accéléré. Il a même dépassé la R2. Et du coup, ici, voilà, c'était une bulle. Hein. On a une forte poussée, une forte accélération. Quand vous avez donc une forte accélération de marché comme ça, n'essayez pas de chercher des niveaux supérieurs. Juste les premiers niveaux qui arrivent, les premiers gros niveaux qui arrivent, les niveaux qui sont en tout cas visibles sur les états supérieurs, prenez directement vos bénéfices. C'est ce qu'on a fait ici. Regardez, le fait de trouver ces niveaux nous a donc permis de gagner beaucoup plus et de sortir de façon chirurgicale. Donc c'est un peu ça l'importance de combiner l'analyse au trading. Maintenant, quand vous faites vos analyses, quand vous cherchez vos niveaux de support résistance temporaire, utilisez toujours des unités de temps. Utilisez donc les daily pour trouver des niveaux de support et résistance très importants, donc très, très grands. Et de l'autre côté, utilisez les H4 pour trouver des niveaux de support et résistance intermédiaires. Et un autre point important, c'est que quand vous tracez votre niveau, ne la tracez pas sur des mèches. Tracez-les sur des plis de clôture. Donc, par exemple, ici, on avait les plus bas du 4e trimestre. Et regardez, vous la tracez ici. Donc, vous avez donc un daily close. Et du coup, en H4, vous allez tracer donc vos niveaux, mais voilà, un H4 est close, donc à la clôture de la bougie H4. Donc vous prenez donc, par exemple, ici on a un sommet, vous allez donc la tracer en prenant donc la clôture de la bougie. Ok, donc prenez la clôture de la bougie, donc la clôture de la bougie qui forme ces sommets. Et c'est là que vous allez tracer. Donc c'est pertinent tracer comme ça. Maintenant, vous avez aussi des niveaux de support et résistance psychologique. Des niveaux de support et résistance psychologique qui vont être d'un côté les chiffres ronds. Donc vous prenez un graphique de l'euro-dollar et vous tracez des lignes après chaque 100 pips. Après chaque 100 pips, vous tracez des lignes. Par exemple, si vous êtes sur un graphique H4, vous allez tracer donc, voilà, prenez le graphique de l'euro-dollar, c'est un graphique H4, et tracez des lignes après chaque 100 pips. Par exemple, 1.0 descend, 1.0300, 1.0400, 1.0500, 1.0600, 1.0700. Donc, mettez après chaque 100 pips. Après chaque 100 pips. Donc, un pip, c'est la 4e décimale. Donc, après chaque 100 pips, vous tracez une ligne. Et puis, vous allez vous rendre compte que ces niveaux psychologiques, donc ces niveaux-là, vont jouer des rôles de support et résistance. Comme par exemple ici, les niveaux des 1.12, comme chiffre rond, a joué un rôle de résistance ici. A donc poussé le marché à la baisse. On voit donc ici les niveaux de 1.02
a donc joué un rôle de support ici et a poussé le marché à la hausse. Donc ces niveaux aussi, ils vont être importants, ce sont des niveaux aussi à surveiller. Maintenant, on a aussi les niveaux des points pivots mensuels. On a vu plusieurs fois les points pivots hebdomadaires et les points pivots daily. Maintenant, là, les niveaux des points pivots mensuels vont aussi jouer le rôle des supports résistance. Comme par exemple, on voit ici que le marché s'est arrêté ici avant de pousser à la baisse. Et ici, le marché est en train de monter. On a une forte poussée sous forme d'une bulle. Puis arrivé ici, ce niveau de résistance de points pivots, le marché a poussé à la baisse. Donc, le marché est parti à la baisse. Donc, ça, ce sont des niveaux des supports et résistances psychologiques. Maintenant, les dernières formes de support résistance, c'est ce qu'on appelle les niveaux de support et résistance harmoniques. Vous savez, donc dans la nature, il y a ces fameux ratios de Fibonacci, les fameux 0,61%. On en voit partout, même sur la taille d'un être humain. Si vous prenez donc votre taille totale, la distance entre ici, votre tête, et ici, elle va donc correspondre à 60,8% de la taille de votre taille totale. On appelle donc ça des niveaux, donc c'est ce genre de chiffres, on appelle ça le nombre de Fibonacci. Donc c'est tiré dans la succession de Fibonacci. Maintenant, on le voit partout dans la nature. Que ce soit sur l'immense, que ce soit sur des coquilles, que ce soit partout dans la nature. Et sur le marché ne fait pas exception. On voit aussi les ratios de Fibonacci sur le marché qui fonctionnent très bien. Ils vont donc nous donner aussi des niveaux. Par exemple, en prenant donc l'impulsion ici, donc entre ces creux et ces sommets, on a donc une impulsion. Donc quand vous mettez l'outil Fibonacci, vous mettez les 0% au-dessus et les 100% en dessous, les marchés peuvent corriger. Donc, quand le marché corrige, la correction, il va donc faire par exemple 38,2, il va faire 50% ou 60,8%. Comme par exemple ici, on voit qu'en prenant, donc là c'est un cas baissier, vous avez donc les 100% au-dessus, voilà, pour retracer, non, parce que quand vous avez une impulsion baissière, vous allez avoir une correction, puis une autre impulsion baissière, vous mettez donc les 0% ici et les 100% ici. Parce que voilà, 100% de la correction, c'est toute la correction, alors que donc, il faut toujours mettre les 100% au-dessus et les 0% en dessous, c'est rien de plus logique. Et là, on voit que le marché a corrigé les niveaux des 61,8%. Donc, ces niveaux ici ont joué un rôle de résistance. Et on voit ici que ces niveaux ici, et là, jouent un rôle des supports. Donc, ce sont des niveaux des supports et résistance harmoniques. Maintenant, je vais vous faire un petit cadeau à la fin. Donc, on voit ici que ça, c'est la première stratégie que j'ai utilisée quand j'ai découvert Fibonacci. Donc, on a par exemple ici, on voit le marché qui casse avec une forte impulsion ici. Et quand je voyais la correction, je me disais, tiens, je vais donc entrer à l'achat au niveau des 50%, parce que la plupart des situations, le marché, quand il corrige au moins 50%, parfois il va corriger 50%, parfois 60,8%, parfois 78,2%, mais aussi longtemps qu'il ne corrige pas 100% de l'impulsion que je vis, j'ai raison. Bon, je dirais, je reste en position. Et du coup, si le marché explosait, si une prochaine impulsion se formait, je pourrais donc gagner 2, 3, 4 fois. Bien sûr, c'est une façon de trader que j'utilise pas, mais c'est juste pour montrer un exemple de comment est-ce qu'on peut combiner et trouver un trade setup en utilisant Fibonacci, en disant les niveaux de Fibonacci. Maintenant, les derniers principes, donc l'autre concept de la LS Market Theory, c'est les grandes et les petites structures. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du chou des romanesques? C'est genre des légumes qui a la même structure sur chaque degré. Donc si vous prenez les choux, les légumes, ok, donc la légume elle est ici, et si vous zoomez sur une partie du légume, vous allez retrouver presque la même structure. Donc la structure du légume ici, elle est la même ici. Donc si vous zoomez encore, vous prenez cette partie et que vous zoomez, vous allez donc retrouver la même chose qui ressemble ici. Et à l'intérieur du zoom, vous allez donc faire la même chose, vous pouvez faire ça à l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle un fractal. Un fractal, c'est même si vous descendez plus bas dans l'échelle, vous retrouvez la même structure. Ce principe des fractales est aussi retrouvé sur le marché. Par exemple, une impulsion D1, ok, là on est sur un graphique daily sur l'euro-dollar, une impulsion daily est une tendance H4. Et une impulsion H4 ici est une tendance H1. Et une impulsion H1 est une tendance voilà, M15, M30. Voilà, M15, M20. Et une impulsion M30 est une tendance M5 ou M1. Donc c'est cette notion de fractalité, on le retrouve aussi sur le marché. On peut donc regarder ici qu'on avait une impulsion baissière W1 ou donc hebdomadaire. Cette impulsion baissière hebdomadaire est une tendance daily. On voit une tendance daily ici. Et on voit que dans cette tendance daily, il y a donc des impulsions et de corrections. Et une impulsion daily est une tendance H4. Maintenant, cette notion, elle est importante dans la LS Market Theory parce que on ne va pas étudier le contexte des marchés sur un seul unité de temps. On va donc étudier le contexte des marchés sur un minimum des unités de temps. Parce que si vous identifiez une tendance haussière, par exemple, à H4, mais si vous regardez bien, cette tendance haussière n'est pas
voilà, n'est pas un mouvement impulsif. C'est juste une correction d'une tendance H4. Mais par contre, quand vous avez par exemple une tendance baissière H4 et que vous regardez derrière que vous êtes dans vous êtes dans un marché baissier daily, ça augmente beaucoup plus les probabilités, ça augmente beaucoup plus les chances de voir les volumes dans votre direction et d'augmenter votre espérance d'équipe parce que vous allez vous exposer à des gros mouvements de marché. Mais non, on a vu tous les concepts de la LS Market Theory, on a donc vu les sommets et les creux, on a donc vu les impulsions et les corrections, on a donc vu les tendances et les ranges, on a vu donc les corrections profondes et les corrections plates, on a vu donc les impulsions normales et les impulsions en expansion, on a vu donc les petites et les grandes structures. Une seule chose reste, un seul concept reste, c'est le cassure et les réintégrations. À un certain moment, le marché va casser en niveau ou le marché va réintégrer un niveau. Comment est-ce qu'on interprète ça dans la LS Market Theory? Vous devez savoir que quand le marché est en train de monter, il ne va pas, quand on a une tendance haussière qui est très forte, les marchés ne réintègrent pas les anciens plus hauts. Mais par contre, quand le marché réintègre les anciens plus hauts, quand vous voyez par exemple un marché dans un mouvement qui a déjà accéléré, vous identifiez les divergences sur vos RSI. Quand vous regardez le marché réintégré après l'identification d'une divergence, vous pouvez déjà anticiper un scénario que le marché va corriger et va donc aller chercher au minimum le plus bas. Ok, donc les creux de marché. Donc dans cette situation par exemple, vous êtes dans une tendance haussière et que vous regardez les divergences sur le RSI ou autre chose, ou sur notre indicateur de momentum. Et puis à un certain moment, vous tracez le plus haut, les niveaux ici. Et que le marché réintègre, le marché a beaucoup plus de probabilités de réintégrer et d'aller chercher les plus bas ici. Donc les creux du marché. Par contre, de l'autre côté, une cassure, comment est-ce qu'on l'interprète dans la LS Market Theory? Donc lorsque le marché casse en niveau, au niveau des supports, au niveau des résistances, si la bougie est pleine, la bougie de cassure elle est pleine, si par exemple vous avez par exemple vendu ici et que vous regardez le marché casser en niveau, ne gardez plus votre stop loss là où vous le gardez. Mettez-le directement à ce niveau ici. Parce que si le marché réintègre derrière ce niveau et par ici, il y a beaucoup plus de probabilités que le marché part de ce côté. Donc quand il y a un break et qu'il y a une réintégration derrière, les probabilités elles changent. Mais par contre, quand le marché casse, par exemple si vous étiez entré à la vente, serrez directement votre stop loss. Et puis par ça, les bonnes cassures, elles se feront toujours après une compression. Si vous voyez une cassure qui se fait comme ça, cette cassure n'est pas solide. Bien sûr, des probabilités, mais dans la plupart des situations, là vous aurez beaucoup plus de probabilités de voir une bonne cassure, c'est après une certaine correction ou si vous êtes dans une dynamique qui est forte et que vous tradez en mouvement, serrez directement votre stop loss. Donc voilà les 8 concepts de la LS Market Theory. Maîtriser ces concepts doit vous permettre de lire les contextes techniques et chaque graphique, ce ne sera pas un mystère pour vous. Vous allez donc apprendre à lire correctement un graphique et de mettre chaque mouvement dans un contexte.